Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Ça passe vite, François. Déjà la dernière de 2014. Ça va pas vite, ça va très vite. Oui, et vous savez qu'il y a un événement majeur qui s'en vient à Montréal au cours des prochaines semaines, et même les gens qui écoutent l'émission durant le temps des fêtes, parce que ça va être rediffusé durant 3 semaines. Oui. Ce sont les championnats du monde de hockey junior qui vont avoir lieu en partenariat entre Montréal et Toronto. Oui. Et écoute, on va en parler pas mal parce que tout un invité cette semaine, François. Invité de Marc Alexandre, nul autre que Marc Denis, qui est entre autres analyste à RDS. Oui. Mais nous, pour la première partie de l'entrevue, capitaine honoraire Voilà. des championnats mondiaux de hockey junior. Marc va venir nous parler de son rôle en tant que capitaine honoraire. Va parler également de sa carrière en tant qu'hockeyeur junior. Il a remporté 2 médailles d'or avec Team Canada. C'est vrai. Dont la première où il était l'adjoint de José Théodore et la deuxième, il était gardien numéro 1. Donc, beau parcours pour Marc Denis, il va nous en parler. Et en deuxième partie d'entrevue, on va poursuivre ce parcours-là. En fait, on va parler de ses années juniors jusqu'à la Ligue nationale, la transition également avec le domaine des médias qu'il fait présentement. Donc, je vais dire un truc. J'en ai rencontré des athlètes professionnels dans ma vie, mais rarement des gens aussi sympathiques que lui. Gentleman. Définitivement. Gentleman, le mot est faible même dans son cas, François. Se présenter ici en studio pour une émission complète quand il y a un horaire, on ne se le cachera pas, assez de président, lorsqu'on est sur le beat du Canadien de Montréal. Merci beaucoup, Marc. Et François, sérieusement, on en a parlé un petit peu avec lui avant l'entrevue, puis on n'était pas certain, nous, du nombre de billets vendus et des choses comme ça. Je suis content d'apprendre que ça va bien. C'est vrai que ça approche, donc peut-être que les gens vont en profiter pour se procurer des billets, mais je suis content de voir que Montréal va faire belle figure, parce qu'au début, c'était pas évident. Oui, comme il l'a mentionné, écoute, ça s'est vendu comme ça à Toronto, les packages de billets, si tu me permets le terme. C'est vrai que c'est les finales aussi à Toronto cette année, là. Mais Montréal, quand même, il va y avoir des gros matchs. Là. Team Canada va en jouer plusieurs, dont un match contre les États-Unis, Alexandre, dans le tournoi à la ronde. On a bien hâte. Je pense que c'est le match, les billets sont presque tout vendus que Marc parlait. Mais d'autres bons matchs, Marc va nous mentionner la meilleure façon pour se procurer des billets, je pense que c'est le site web de l'événement. Et le meilleur endroit pour voir les futures vedettes de la Ligue nationale de hockey, c'est là, que ce soit pour le Canada, pour les États-Unis, des joueurs qu'on entend parler un peu plus souvent, ceux qui jouent dans la Ligue de l'Ouest, dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Mais il y a de jeunes Européens qui sont là également. Exactement. Mais Sherbak, je ne suis pas sûr qu'il ait... J'ai l'impression qu'il y a eu un petit anicroche avec la Russie lorsqu'il a décidé de venir faire, de jouer son junior ici, de ne pas jouer sa carrière là-bas présentement. Alors, je pense qu'il n'a pas été invité au niveau de la Russie. Michael McCarron qui a été invité au niveau des États-Unis. Donc, sérieusement, on a bien hâte de voir ça. Et on va en parler. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, première partie de l'entrevue, on parle des championnats de hockey, championnats du monde de hockey junior qui s'en viennent à Montréal avec Marc Denis. C'est le 26 décembre prochain qu'aura lieu les championnats du monde de hockey junior du côté de Montréal. Et pour en parler, nous avons un invité de Marc à Sport Express cette semaine. C'est un des capitaines honoraires, nul autre que Marc Denis qui est avec nous. Salut Marc. Salut François, ça va bien? Ça va bien. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation de Sport Express. C'est vraiment très apprécié que tu sois avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Marc, parle-nous un petit peu de l'engouement des championnats mondiaux juniors qui s'en viennent du côté de Montréal très bientôt. Comment ça se passe présentement, la préparation? Au fur et à mesure qu'on s'approche de l'événement, on sent vraiment la frénésie et l'engouement. Il est bon de rappeler aux gens que ce sont les futures vedettes de la Ligue nationale de hockey qui vont fouler la patinoire du Centre Bell dans les prochains jours, les prochaines heures. Beaucoup de matchs préparatoires aussi pour d'autres formations dans la grande région de Montréal. Je sais qu'il y en aura à Boisbriand, il y en aura au Centre Bell, il y en aura un au Centre Bell entre le Canada et la Suisse, entre autres. Il y a le Centre Canadian Tire aussi à Ottawa qui va avoir un match préparatoire. Bref, alors que la plupart des équipes sont dans la formation, dans les dernières étapes des camps de sélection et d'entraînement, au moment où on se parle et où on se prépare pour les matchs préparatoires, vraiment, il y a une certaine frénésie. Là. On a entendu parler au courant des derniers jours, des dernières semaines, des joueurs qui seront prêtés. On a parlé d'Anthony Duclair avec la formation canadienne. Ce serait intéressant de voir la décision dans le cas de Bo Horvat et surtout de Curtis Lazar. Pour le Canada, ça semble être les deux candidats potentiels restants où on n'a rien confirmé. Pasternak des Bruins de Boston qui va être prêté à l'équipe tchèque. Il y a beaucoup de futures vedettes de la Ligue nationale de hockey et c'est la dernière étape avant d'enfiler le gilet de leur équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est un championnat que j'ai vécu à 2 occasions. Pour y avoir participé, je peux vous dire que c'est un événement à ne pas rater à Montréal. Ça fait
plus d'une trentaine d'années que ça n'a pas eu lieu ici, depuis 1978 en fait. Parlons-en un petit peu, Marc, des championnats mondiaux. C'est 2015-2017, Montréal et Toronto. Donc, les finales ne seront pas à Montréal cette année, ça va être à Toronto, c'est bien ça? Oui, exactement. En 2015, c'est un système d'alternance. En 2015, cependant, l'équipe canadienne disputera tous ses matchs de la ronde préparatoire ou préliminaire au Centre Bell. Donc, les 4 matchs du round robin en bon français, entre autres le match du 31 décembre contre les Américains, qui est toujours très attendu, souvent le match le plus couru de ce championnat mondial junior, un rendez-vous à ne pas marquer. La Finlande, la Slovaquie seront également et l'Allemagne seront en œuvre, en action ici à Montréal. Il y aura 2 matchs quart de finale aussi et par la suite, l'action va se transporter pour le dernier week-end menant au match de la médaille d'or le 5 janvier à Toronto. Système d'alternance en 2017, donc le Canada jouera à Toronto, mais on viendra jouer les matchs de la ronde des médailles ici à Montréal. Marc, tu es capitaine honoraire des championnats. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été sélectionné comme un ambassadeur de l'événement? Oui, bien évidemment, c'est un honneur. Je n'ai jamais refusé de porter l'uniforme de mon pays. Je l'ai fait à 4 reprises, 2 fois au championnat junior et 2 fois au championnat senior. Pour moi, d'avoir un C finalement sur mon chandail, c'est la première fois que je peux me permettre d'y rêver et d'avoir mon nom prononcé dans la même phrase que Martin Lapointe, Gary Roberts et Wendell Clark, qui sont les 2 capitaines honoraires du côté de Toronto. C'est véritablement un honneur. Je n'ai pas eu une carrière à la hauteur de ces grandes vedettes, de ces grandes légendes du hockey. Et évidemment, d'avoir remporté 3 médailles d'or sur une possibilité de 4 lorsque j'ai représenté le Canada, ça me pousse à vouloir en remporter une 4e. J'espère qu'à titre de capitaine honoraire, j'aurai la possibilité de voir le Canada remonter sur la plus haute marche du podium. Parlons-en, Marc, de tes années juniors. Tu as remporté 2 médailles d'or aux championnats mondiaux juniors en 96 et 97. Parle-moi un petit peu de l'expérience de représenter son pays dans une compétition internationale et surtout de repartir avec la plus belle médaille. Oui, bien évidemment, la fierté de porter l'unifolié, ça, il n'y a aucun doute. 2 expériences diamétralement opposées pour moi, complètement différentes. En 96, adjoint auxiliaire à José Théodore, qui était le gardien de but numéro 1. Un tournoi où on n'a jamais tiré de l'arrière, où on n'a jamais vraiment été menacé, où nous étions les favoris également. C'était la première année de la nouvelle formule, qui n'était plus la formule de tournoi à la ronde, où on devait jouer des matchs éliminatoires pour remporter la médaille d'or et couronner de succès véritablement de A à Z des gars comme Jerome McGinley sur notre équipe, au sein de notre équipe. La deuxième année, par exemple, ça a été beaucoup plus compliqué. J'étais le gardien de but numéro 1, j'ai disputé tous les matchs, sauf que beaucoup d'experts, soi-disant experts, ne voyaient même pas sur le podium, ne voyaient même pas parmi les 3 équipes favorites. Les Russes étaient de loin la grande équipe, la grosse superpuissance du tournoi en 97. Tu peux nous nommer quelques joueurs là, qui évoluaient? Morozov était un des... Koltsov et Morozov étaient les 2 joueurs principaux du côté des Russes. C'était une équipe qui était très équilibrée. Devant le filet, ça s'est gâté au bon moment pour nous. On tirait de l'arrière en deuxième période. Pénalité majeure à Jason Doig. On effectue un retour dans le match. Boyd Devereaux qui marque de gros buts. Par la suite, les Américains, avec qui on avait fait match nul lors du tournoi à la ronde, se retrouvaient sur notre chemin en finale. Ça a été une expérience absolument incroyable. On a, contre toute attente, vaincu l'adversité, remporté le match 2-0 pour le match de la médaille d'or et de repartir avec cette médaille-là. C'est la meilleure préparation qui soit pour un joueur qui va éventuellement jouer dans la Ligue nationale de hockey. Marc, parle-nous un petit peu rapidement l'expérience d'un jeune joueur de hockey junior qui est appelé à peut-être jouer pour son pays. Aller faire le camp d'entraînement de l'Équipe Canada, ça doit être quand même toute une pression pour un jeune joueur de hockey. Je pense que le camp d'entraînement, le camp de sélection apporte un stress supplémentaire, ça c'est clair, de la façon dont on retranche les joueurs aussi. Ce qui n'est pas de méchante chose qu'on ait choisi Comrie et Foucalé comme étant les 2 gardiens de but d'entrée de jeu pour ce camp d'entraînement. Il est plus important pour moi qu'ils se battent pour le poste de numéro 1 de gardien de but titulaire que pour avoir une place dans l'équipe. Pour ce qui est du reste, oui, évidemment, il y en a de la pression et on apprend énormément. C'est une saison de hockey dans un sprint de 2 à 3 semaines. C'est vraiment une école de vie, une école qui nous fait apprendre les matchs sous pression, il y en a énormément. La performance d'un gardien de but, c'est la première étape au hockey, parce qu'avant, il y a le hockey mineur, il y a le hockey junior, où l'accent est vraiment mis sur le travail du gardien de but. Parce que les équipes qui remportent les médailles d'or se retrouvent souvent avec un gardien de but au sein de l'équipe d'étoiles ou comme étant le joueur le plus utile à son équipe dans ce tournoi-là. Avant, tu peux t'en tirer avec un match ordinaire devant le filet, que ce soit dans les rangs juniors, midget 3A ou hockey mineur, encore une fois. Mais dans le hockey au championnat du monde junior, on met vraiment l'accent. Tout est décuplé, en fait, d'importance, que ce soit la performance d'un joueur toute étoile ou encore d'un gardien de but. Et pour la position que j'ai occupée, mais également pour les leaders et les vétérans qui reviennent dans cette formation-là. Je pense à Frédéric Gauthier, entre autres, pour l'équipe canadienne. Il y a une pression certaine de performer et de transporter un pays sur nos épaules. En même temps, il est bon de mentionner qu'on n'est pas écrasé par le poids. On se sent vraiment supporté par des millions et des millions de supporters à travers le Canada.
Tu as gagné la médaille d'or 2 fois avec 2 équipes différentes, quelques joueurs qui étaient de retour. On dit souvent, lorsqu'on est champion ensemble pour la vie. Est-ce que vous avez l'occasion de vous côtoyer encore quelques fois, les joueurs? On se côtoie parce qu'on a, pour la plupart, eu de belles carrières dans la Ligue nationale de hockey. On se revoit et évidemment, ce lien-là ne nous quitte jamais. Quand je regarde la liste des joueurs qui composaient l'équipe 97, j'ai toujours un petit sourire en coin parce que ce pas tous des vedettes de la Ligue nationale de hockey. Je pense à Christian Dubé, qui était un grand joueur au hockey junior québécois, qui a eu une grande carrière en Europe, mais pas nécessairement de ce côté-ci. Des joueurs comme Trent Winfield, Cameron Mann, Richard Jackman, ce ne sont pas des joueurs qui se sont démarqués dans la Ligue nationale de hockey, mais qui ont eu un rôle tellement important au sein de notre équipe cette année-là. Et ce lien-là ne se brisera jamais. Évidemment, on a été mené de main de maître par Mike Babcock, qui était l'entraîneur en 97, qui, lui, en aura eu une très grande carrière et au niveau international et au niveau de la Ligue nationale de hockey. Et parle-moi un petit peu, l'équipe de 97, lorsque vous avez remporté, qui étaient les grands noms dans l'équipe, les gens à la maison qui ne s'en rappellent pas? Bien, écoutez, c'est le fait ironique. Les plus connus? Oui, le nom le plus connu est probablement celui de Joe Thornton. Et Joe Thornton n'a pas joué du tournoi, presque pas. Il était le 13e attaquant parce qu'il n'avait pas été repêché encore, un joueur de 17 ans. Il n'avait pas un gros rôle dans l'équipe. Chris Phillips, lui, était le défenseur principal de l'équipe. Il revenait pour une deuxième année, alors que l'année d'avant, 96, c'est lui qui n'avait presque pas disputé de match ou, en fait, pas fait de présence au courant du tournoi. Brad Isbister, Daniel Brière était un des meilleurs marqueurs de notre formation cette année-là. Boyd Devereaux qui a marqué des buts très importants. Jason Doig était un défenseur très imposant également à la ligne bleue. Mais pas de super vedette nécessairement, sauf qu'une équipe très unie qui nous a permis de remporter l'or. Marc, en terminant la première partie de l'entrevue, parce qu'on te garde pour la deuxième partie, parle un petit peu de Marc Denis, l'ancien joueur de hockey, l'analyste à RDS. Si les gens veulent se procurer des billets pour le championnat mondial junior, quelle est la meilleure façon? On le fait encore et on le fait rapidement. La billetterie du Centre Bell sur le site Internet de hockeycanada.ca également. On le fait. Il y a des matchs du Canada qui sera peut-être un peu trop tard au moment où vous allez visionner notre... Oui, parce qu'on est diffusé tout au long du temps des fêtes. L'émission, sauf que, je vous le dis, il ne sera peut-être jamais trop tard pour avoir des billets pour aller voir les vedettes de demain. Faites-le rapidement. Le Canada qui va disputer plusieurs matchs importants. Et l'importance de chaque match va augmenter au fur et à mesure que le tournoi va avancer aussi. Pour moi, c'est un événement à ne pas rater. Je serai là, présent, sur place. Le 27 décembre, c'est la seule journée au Centre Bell où je peux me permettre d'être là parce que par la suite, je serai à l'étranger avec le Canadien. Mais assurément, je ne voulais pas rater l'événement. Bien, Marc, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio pour parler des championnats mondiaux juniors. On t'admire beaucoup, tu fais tout un travail, puis sont chanceux de t'avoir comme capitaine honoraire. Bien, c'est bien gentil, puis j'espère qu'on va pouvoir remporter l'or. Merci beaucoup. On l'espère. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et on s'est dit, tant qu'à avoir Marc Denis avec nous en studio, bien, c'est sûr qu'on va le garder pour les 30 minutes. Marc, merci d'être resté. Bien, merci, Alex. Marc, d'abord, comme je t'ai dit hors d'onde tantôt, la majorité des gens maintenant te connaissent comme étant Marc Denis, l'analyste des matchs du Canadien RDS. Ma mère te connaît comme ça, mais il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas ton parcours d'hockeyeur. Alors, j'aimerais ça, on ne retournera pas au Midget 3, mais qu'on retourne au moins à tes années juniors. Tu es un gars, toi, de l'organisation des Saguenay de Chicoutimi. Oui, absolument. Une tradition très riche de gardiens de but qui a commencé, peut-être on peut reculer loin dans le temps avec les Daniel Berthiaume, Jimmy Waite, Félix Potvin qui a été un grand gardien, Éric Fichaud qui était tout juste avant moi. J'ai eu la chance de revêtir cet uniforme-là où on attachait une importance particulière au travail du gars qui est entre les poteaux. Alors, ça a été 3 années juniors qui m'ont vraiment servi de tremplin, assurément. De très belles années au niveau, oui, on a parlé du championnat du monde junior déjà, mais également une équipe ordinaire en saison régulière qui réussissait de belles choses en séries éliminatoires, éliminée par les Prédateurs de Granby à ma 2e saison, alors que c'est l'équipe qui allait remporter la Coupe Memorial. De Michel Therrien, et éliminée l'année suivante au tournoi de la Coupe Memorial et en finale de la Coupe du Président par les Olympiques de Hull à l'époque, qui allaient remporter la Coupe Memorial aussi. Alors, pour une équipe de milieu de classement, pendant ces 2 saisons-là, avec Réal Paiement derrière le banc, Gaston Drapeau, le regretté Gaston Drapeau, la première saison. Ça a été 3 années absolument formidables. Marc, tu es un choix de première ronde de l'organisation de l'Avalanche du Colorado, 25e au total. Et moi, je connais le père de quelqu'un qui risque d'être repêché en première ronde cette année, Jérémy Roy du Phoenix de Sherbrooke, que plusieurs personnes voient sortir en première ronde. Je veux savoir, c'est quoi cette pression-là? Est-ce que tu la ressens
Est-ce que pendant la saison, tu vois qu'il y a plus de dépisteurs qui vont devoir jouer? Comment ça a été cette année-là? Tout s'est fait très vite parce que moi, à l'intérieur d'une seule année, je suis passé d'un choix de fin de 4e tour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à un choix de première ronde dans la Ligue nationale, 25e au total à l'époque où il y avait 26 équipes. Ironiquement, choix des anciens Nordiques. Et c'était même pas l'Avalanche à l'époque, c'était l'organisation du Colorado, un chandail noir et orange. C'est ça, la Ligue nationale de hockey, il n'y avait pas de nom encore pour la formation. La pression, on la ressent à tous les départs, à tous les matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, parce qu'évidemment, les recruteurs sont là. Et ils ont beau être dans les estrades pour voir quelqu'un d'autre, tu peux toujours attirer l'œil de quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui te voit jouer pour la première fois, qui t'évalue pour la première fois ou pour la dernière fois dans un des matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je ne m'attendais pas à sortir au premier tour, pour être bien honnête. J'étais le second à Éric Fichaud cette année-là. Des blessures, présence au camp des Maple Leafs de Toronto, présence au camp d'équipe Canada Junior de son côté, m'ont donné le filet et m'ont permis d'augmenter ou plutôt d'améliorer mon rang de sélection. Nombre d'entrevues par la suite avec les équipes de la Ligue nationale de hockey. Mon nom a été prononcé à Edmonton en 1995 par l'Avalanche. Et ensuite de ça, on joue avec les Bears de Hershey. On va jouer une saison avec l'Avalanche du Colorado. On sera l'adjoint de Patrick Roy. Oui, absolument. Et ensuite, survient, je pense, le moment clé de ta carrière où tu es échangé aux Blue Jackets de Columbus, où tu deviendras un gardien qui, je n'irai pas jusqu'à dire surutilisé, mais tu as eu énormément. Parfois peut-être, tu n'aurais pas tort. C'est ça, exactement. Une saison de 77 matchs, 77 matchs, entre autres, oui. Et on en parlait en ondes également avec François. Ça a été, je pense, cette année-là, le record qui a été battu la saison d'ensuite par Martin Brodeur, mais où un gardien de but avait joué le plus de minutes. Oui, record d'utilisation. Ça a été pour moi l'opportunité de devenir un gardien de but numéro 1. Effectivement, peut-être beaucoup, peut-être trop d'utilisation certains soirs. Ça, il n'y a pas de doute. Mais aussi un concours de circonstances. Et c'est souvent comme ça dans la Ligue nationale de hockey. Lorsqu'on saisit une opportunité, un début de saison où on a très bien joué. Pour une première fois, on flirtait avec la marque des 500 avec les Blue Jackets. Lorsque ça s'est détérioré, mon jeu était bien. Dave King était sur le bord de perdre son emploi. M'a donc laissé le filet lorsque Doug McLean s'est amené, voulait avoir son gardien de but numéro 1. On remporte 5-6 matchs consécutifs. On veut rester dans la course. On se réveille après 60 matchs, on en a joué 58. On se rend compte qu'il y a un record qui est à notre portée. Et là, tout le monde dans l'organisation veut que ça arrive. Alors, c'est un peu un concours de circonstances cette saison-là. J'avais appris à gagner très tôt dans ma carrière avec les Bears de Hershey, une Coupe Calder, avec l'Avalanche du Colorado. Malheureusement, pas goûté à la Coupe Stanley, mais dans un environnement gagnant. Et par la suite, c'est là à Columbus vraiment où j'ai pu m'affirmer comme étant un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Qui était l'adjoint? Les années à Columbus, j'ai eu Ron Tugnut, Fred Brathwaite, Jean-François Labbé. Et lorsque Pascal Leclerc s'est amené dans l'organisation, lorsqu'on a senti qu'il était prêt, c'est là où j'ai poursuivi ma carrière à Tampa. Ensuite de ça, je pense qu'un de tes bons contrats en carrière, c'est avec le Lightning de Tampa Bay, qui a pu probablement te permettre la retraite que tu as aujourd'hui. Mais par contre, au niveau de la patinoire, c'est les années de John Tortorella également. C'est peut-être pas tes plus beaux souvenirs au niveau... Non, c'était pas les années de gloire du Lightning. Je pense qu'ils avaient passé leurs meilleurs jours. C'était une équipe qui comptait sur des joueurs vedettes, mais pas beaucoup de profondeur. Donc, Vincent Lecavalier, Brad Richards, Dan Boyle, Martin Saint-Louis, pour ne nommer que ceux-là. Mais par la suite, c'était un petit peu plus difficile. Les performances n'ont pas été à la hauteur. Je m'en suis jamais caché. La relation avec John Tortorella n'a pas été non plus que ce à quoi je m'attendais ou ce à quoi j'avais été habitué avec les autres entraîneurs chefs dans la Ligue nationale de hockey. Pour moi, ça a été le début de la fin. Oui, ça a été le contrat le plus payant, disons-le, dans tous les sens du mot pour moi, mais en même temps, ça n'a pas été ce que j'anticipais sur la glace. Alors, un retour dans la Ligue américaine de hockey, un dur retour à la réalité également, parce que là, on a une famille, on est en fin de carrière, on est dans la trentaine, on espère être capable de gagner des matchs. Malheureusement, pour moi, ça a été mes derniers jours, ça a été mes derniers pas dans la Ligue nationale de hockey, mais aucun regret lorsque je regarde en arrière. Parce que souvent, lorsqu'on parle, tu l'as dit tantôt, ça a été le contrat le plus payant, mais dans toutes les facettes de la chose. En même temps, lorsqu'on est un joueur de hockey professionnel dans les années 2000, on a toujours bien gagné notre vie. Donc, à un moment donné, je pense que l'argent devient secondaire. C'est facile à dire, mais je pense qu'à un moment donné, on veut essayer de gagner plus que d'autres choses. Un coup que notre argent est fait, que notre retraite est assurée, on veut gagner aussi. Tu touches à un excellent point parce que lorsque le match est terminé, ce que tu veux, c'est avoir obtenu une bonne performance, c'est aller chercher des victoires également. C'est pas le chèque de paye qui va te faire fermer les yeux le soir. C'est la bonne performance, c'est le sentiment du devoir accompli. Tu cherches les solutions, puis lorsque tu n'en fais plus partie, bien, tu t'inquiètes du fait de ne plus faire partie de la solution pour l'organisation pour laquelle tu te donnes corps et âme. Alors, c'est là vraiment l'importance. Écoutez, il y a de nombre d'athlètes qui l'ont vécu. Je ne suis pas le seul à être passé par là. En même temps, ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Puis, ce sont des expériences là, qui ne s'achètent pas.
Marc, parce qu'on en a parlé tantôt, moi j'ai encore cette image je ne savais même pas que c'était ta dernière victoire au Centre Bell lorsque tu restais-tu en tir de barrage? Oui, c'est en tir de barrage. Je te vois encore, écoute, les simagrées sur la patinoire, tu étais content, mais en même temps, ça a été ta dernière victoire dans la Ligue nationale? C'était mon dernier départ dans la Ligue nationale de hockey. Ironiquement, je n'avais pas disputé beaucoup de matchs cette saison-là, aucun départ à domicile. On était arrivé au beau milieu de la nuit de Toronto, on avait eu des problèmes avec l'appareil, avec l'avion. On m'avait dit à 3 ou 4 heures du matin, lorsqu'on se couchait, que ce n'était pas moi qui allais disputer le match. Et le lendemain, vers midi, le jour du match, j'avais su que je jouais finalement à Montréal. J'avais obtenu le départ, une victoire en arrêtant Saku Koivu sur le dernier tir de barrage. Et oui, une célébration peut-être démesurée, parce que je n'étais pas le gars le plus exubérant sur la patinoire, loin de ça. m'avait surpris, Marc, puis c'est pour ça que je voulais t'en parler. Mais une victoire très émotive. L'histoire entre ma carrière et celle du Canadien s'est entrecroisée à plusieurs reprises. Ma première victoire à vie était au McNichols Arena, le vieil Arena à Denver, contre le Canadien de Montréal, contre José Théodore et le Canadien de Montréal. Ma dernière victoire en carrière aura été contre le Canadien aussi. Et ma dernière présence devant le filet en carrière a été avec l'uniforme bleu-blanc-rouge au New Jersey. 20 minutes, je pense. Oui, une vingtaine de minutes en relève à Yaroslav-Alak, effectivement. Alors, bref, très émotif, devant ma famille et mes amis aussi ici à Montréal. Alors, oui, mais de bons souvenirs. À ce moment-là, je ne me doutais pas que c'était mon dernier match. Je pensais que c'était simplement un match qui allait relancer, je dirais pas ma carrière, mais relancer ma saison, me permettre d'en disputer d'autres. Malheureusement, je n'ai jamais eu de départ par la suite. Et ensuite de ça, on décide de faire un changement, de s'en aller de l'autre côté, de devenir un joueur analyste, si on peut appeler ça ainsi. Qu'est-ce qui a été le déclenchement? Parce que tu as toujours été, je me souviens, à un moment donné, t'avoir entendu à Team 990 à l'époque et tu étais parfaitement bilingue, c'est sûr. Et je me suis dit, c'est probablement le genre de choses qui pourrait l'intéresser, mais ça a été où le déclic? Quand est-ce que c'est arrivé, ça, de t'être dit, moi, tiens, je vais travailler dans les médias? On est retourné au Saguenay, Marc-José, les enfants, la famille et moi, donc on est retourné au Saguenay pour au moins un an, pour laisser tomber la poussière, décanter exactement. Puis j'ai commencé dans le coaching, entraîneur des gardiens avec les Saguenayens de Chicoutimi junior majeur. J'ai fait un peu de télé, un peu de radio, écrit dans les journaux, un peu à temps partiel. Et le premier emploi qui faisait mon affaire à temps plein est venu d'RDS, la première offre. Et c'est là où on a décidé, comme on le fait si souvent dans le carrière, mais cette fois-là, c'est un peu, même si évidemment RDS sont mes patrons, c'est là où on a pu décider un peu les termes de ma deuxième carrière, de ce qu'on allait pouvoir faire et accomplir. Alors, on s'est amené sur la Rive-Sud de Montréal, toute la petite famille, on est très heureux, on est là depuis 4 ans. Ça va très bien. Il faut se donner corps et âme. Ça, c'est comme n'importe quoi, que ce soit dans le monde des communications ou comme athlète. Il faut mettre les bouchées doubles, il faut travailler parce qu'on est dans un monde qui est épié. On a maintenant beaucoup de compétition, comme vous le savez. Et à l'ère des technologies numériques et des réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur. Surtout que c'est justement, si on ne fait pas une bonne analyse, on est capable, même, c'est ça, on peut reculer. Oui, absolument, avec les enregistreurs numériques. Exactement. Donc, on peut remettre en doute des fois une analyse. Non, mais sérieusement, c'est vrai que c'est un métier qui est épié, puis c'est pas facile, puis on le voit parce que vous avez, tu sais, cette année, moi, je trouve ça bien, la compétition et TVA Sport, ils l'ont pas eu facile au départ, mais non pas par leur travail, mais des fois les commentaires de certaines personnes. Alors, ça peut venir nous chercher un petit peu. Oui, absolument. Puis on ne souhaite pas de malheur à personne non plus dans ce domaine-là. Définitivement, c'est ça. Puis c'est pas pour l'avoir fait à un niveau plus bas, d'avoir fait du play-by-play dans la Ligue nord-américaine de hockey, je peux confirmer que c'est pas évident. Marc, en terminant, tu te promènes partout sur la route. Juste parler du Canadien, 30 secondes. C'est gros, le Canadien. Quand tu vas ailleurs, des gilets partout, c'est... Oui, absolument. C'est vraiment c'est un monument. Ça fait partie, évidemment, de l'histoire du hockey. Tous les partisans de hockey, même si on est partisan des Canucks de Vancouver, qu'on est partisan des Blackhawks de Chicago, le Canadien fait partie de l'histoire. Ça attire les foules, oui. Et que même si ce ne sont pas des partisans du Canadien, ça fait drôle de se promener un petit peu partout et d'entendre les gens. La réaction avec Pierrot, dire « c'est le but » en français parce que les gens ont suivi l'histoire du Canadien. Ce sont les Cowboys de Dallas de la NFL, les Yankees de New York du baseball majeur. L'équipe de hockey canadien, on l'a vécu au courant des dernières semaines avec tout ce qui est arrivé, pas la tragédie, mais la perte de Jean Béliveau, la façon dont l'organisation, avec classe, est capable de régler ces choses-là. Le Canadien de Montréal, c'est un standard. C'est un standard dans le sport professionnel et ça, on le vit lorsqu'on se promène avec la formation, assurément. Bien, Marc, merci beaucoup. Je sais que tu t'en vas rejoindre ton petit bonhomme. Tu t'impliques au niveau du hockey mineur à Candiac également. Absolument, on tente de redonner. C'est bon, ça. Merci. Redonner ce qu'on a reçu. Merci beaucoup et puis bonne continuité avec RDS puis le championnat du monde. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, avant d'y aller avec les soins d'usage pour le Noël et la nouvelle année, les gens qui veulent venir nous rencontrer, qui ont des choses à dire pour Sport Express en 2015. Oui, ça va être à partir de la semaine du 12 janvier, Alexandre, parce qu'on est en congé des fêtes d'ici là.
Donc, on nous écrit au sportexpress@tvhr9.com. On peut visiter notre tout nouveau site web également au www.tvhr9.com, messieurs, c'est bien ça? Même adresse. Et pour les gens de la Rive-Sud, sur le tvrs.ca pour nous rejoindre. Voilà, et une bonne partie de l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu est ici présentement. Alors, venez nous voir. Il ne manque que le Big Boss. Exactement. Ben oui, mais Richard, lui, il n'a pas une job, il a un poste. Oui, c'est vrai, c'est un déjà... poste. Écoute, il est quelle heure? Il est 15h43. Notre monteur André. Alors, voilà, Joanie, André, notre adjointe administrative, exactement. Caméraman. Claude, dont on entend parler régulièrement. Et Stéphane. Et également Stéphane qui s'en vient à la course. Oh, Stéphane Caron qui s'en vient. Stéphane Caron. Oui, il court. Et voilà. Stéphane Caron. Donc, vous avez l'équipe. Stéphane Caron. De la télévision du Haut-Richelieu. Il ne manque que Richard Racicot qu'on salue. Alex, en terminant, on souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde, un joyeux Noël, une bonne année, de la santé. À ton petit bonhomme, toi, tu vas avoir un élément marquant dans le début 2015. Moi, je vais revenir avec un élément marquant. Je vous le présenterai en photo lors du début 2015. Bien hâte de voir ça. Ouais. Merci François, merci à toute l'équipe. Merci Alex. Merci surtout à vous d'avoir été là en 2014 et on se revoit en 2015. Joyeux Noël. Yes. Bye bye.